Dans les années 1830, un naturaliste allemand nommé Renous a été arrêté à San Fernando, au Chili, pour hérésie. De quoi on l'accusait? Il prétendait pouvoir transformer les chenilles en papillons. Il y a seulement 2 siècles, certaines connaissances qui sont pour nous élémentaires pouvaient vous valoir des ennuis. Mais voici le plus intéressant. Vous saviez que toutes les chenilles ne se transforment pas en papillons, qu'elles ne sont pas toutes destinées à battre des ailes. Certaines d'entre elles empruntent un autre chemin durant leur métamorphose. Elles décident de ne pas avoir d'ailes. Mais allons-y étape par étape. Tout d'abord, qu'est-ce que la métamorphose? En bref, c'est le fait que certains animaux subissent une transformation après la naissance pour adopter une forme radicalement différente. Depuis longtemps, on essaie de comprendre ce processus, car il ne fonctionne pas toujours sans heurts. Certains chercheurs pensent que la métamorphose est apparue à une époque très lointaine. Mais comment elle est apparue d'après eux? Eh bien, les choses se sont pas passées comme on pourrait l'imaginer. Il y a 280 millions d'années, les insectes sortaient de l'œuf sous la forme de minuscules adultes, et ça leur allait très bien. Mais il y a 280 à 300 millions d'années, certains d'entre eux ont décidé d'essayer autre chose. En grandissant, ils se sont mis à perdre toute ressemblance avec leurs parents. Et ça s'est avéré bénéfique. Les jeunes insectes et les plus âgés n'étaient plus en compétition pour les mêmes ressources. Par exemple, les chenilles mangent des feuilles pour préparer leur métamorphose, tandis que les papillons se contentent de boire du nectar. Témoins de ces transformations, les autres insectes ont décidé de rejoindre le club. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 65% de toutes les espèces animales de la planète se métamorphosent, comme les papillons, les guêpes, les mouches et bien d'autres. Bon, on a plus ou moins compris le processus de transformation. C'est un mécanisme évolutif qui est apparu au fil du temps pour permettre l'augmentation du nombre d'insectes. Mais alors, comment l'empêcher? Il suffit de modifier un gène. C'est très simple, enfin tout dépend pour qui. Un gène appelé Broad joue un rôle clé dans la transformation d'une chenille en papillon en la guidant du stade de chrysalide jusqu'à sa métamorphose complète. Si on supprime ce gène, la chenille ne devient pas une chrysalide et elle ne se transforme pas en papillon. Vous devez penser qu'accomplir une telle chose nécessite un savant fou, un labo et plein d'instruments permettant d'interférer avec l'ordre naturel des choses. Mais pas du tout. Une simple guêpe est capable de réaliser cet acte relevant du génie génétique. À sa naissance, une chenille est comme un minuscule aspirateur affamé. Pendant des jours, voire des semaines, avant de rentrer dans son cocon, elle ne fait que manger. Elle dévore des quantités de plantes, bien plus que son propre poids, et elle ne cesse de grossir. Prenons l'exemple des chenilles du papillon monarque. En l'espace de 2 semaines, elles multiplient leur taille initiale par 20. C'est comme si un bébé humain atteignait la taille d'un immeuble de 3 étages. La chenille a besoin d'énormément d'énergie pour réussir sa transformation magique. Mais pendant qu'elle se régale de feuilles, elle ne se rend pas compte qu'elle est observée. Cotesia, une petite guêpe parasite, attend le moment idéal, lorsque la chenille est le plus vulnérable, juste avant le début de la métamorphose. À ce stade, elle ne peut pas se défendre et la couche supérieure de son cocon est encore molle. C'est alors que la guêpe pond ses œufs. Puis le cocon durcit et il sert alors de bouclier aux 15 à 50 œufs d'où sortiront de petites guêpes. Mais la véritable magie noire se déroule à une échelle minuscule, moléculaire. Pour que le système immunitaire de la chenille laisse les œufs en paix, chacun est recouvert d'une couche de brachovirus qui pénètre les cellules de la chenille. Vous me suivez? C'est maintenant que les merveilles du génie génétique entrent en jeu. Et lorsque les petites guêpes émergent, la magie continue d'opérer. Le virus qui leur servait initialement de bouclier se met à perturber le comportement de la chenille. Après cette expérience désagréable, sa seule option viable serait de partir de là et de reprendre sa routine alimentaire, suivie de la nymphose et de la métamorphose. Mais non, ces cellules, affectées par le virus, poussent la chenille à tisser un coussin soyeux pour les petites guêpes. Puis la chenille reste là. Plus de transformation en papillon de nuit au programme, elle a changé d'avis. Son but est maintenant de servir de garde du corps zombie à ses assassins pendant encore 10 jours. Elle a littéralement été reprogrammée au niveau moléculaire, et tout ça sans la moindre intervention humaine. Cependant, la guêpe parasite doit d'abord trouver la bonne chenille pour y pondre ses œufs. Mais cette tâche est plus facile qu'elle en a l'air, grâce à un allié singulier, le chou.
Les choux engagent des guêpes tueuses comme gardes du corps contre les papillons. Je sais, on dirait le scénario d'un film de science-fiction de seconde zone. Mais les recherches montrent que de telles choses se produisent bel et bien dans la nature. Le chou émet des signaux de détresse lorsqu'il est attaqué par des parasites ou même par une tondeuse à gazon. Si vous êtes en train de visualiser un chou criant « Au secours !», dites-vous que moi aussi. Pour info, il n'y a pas que les choux qui font ça. D'autres membres de la même famille en sont capables. Prenons l'exemple de la moutarde noire. Lorsqu'elle détecte qu'une chenille la mange, elle émet des substances volatiles odorantes. Ces odeurs attirent des guêpes parasites qui s'occupent des chenilles. Ça répare pas les dégâts, mais ça punit les coupables, comme le karma. C'est mieux que rien. Mais revenons-en au virus, car il y a encore beaucoup à découvrir. Outre le virus qui s'infiltre dans les chenilles par l'intermédiaire des guêpes, il en existe d'autres. L'un d'eux ne nécessite aucun intermédiaire, il reprogramme lui-même ses victimes. Les chenilles de Bombyx disparates montent dans les arbres la nuit pour manger des feuilles et elles en redescendent le matin pour passer la journée à l'abri des prédateurs. De nombreux animaux font la même chose. Mais un virus a trouvé le moyen d'altérer certains gènes de ces chenilles pour les faire agir à l'encontre de leurs propres intérêts. Elles cessent alors de chercher la nourriture ou de préparer leur transformation en chrysalides. Ce baculovirus reprogramme les chenilles montées à la cime des arbres pour les forcer à y rester jusqu'à... Honnêtement, on dirait une scène de film d'horreur. La chenille reste là, sans bouger, pendant que le virus la dévore de l'intérieur, fabriquant de nouvelles cellules virales. Le malheureux insecte finit par se liquéfier en une bouillie informe et contagieuse. Celle-ci s'écoule de la cime de l'arbre et infecte les feuilles, puis les insectes qui s'en nourrissent. Et le cycle se répète. Bien sûr, les papillons sont aussi la victime d'autres agents pathogènes, dont l'un est un organisme unicellulaire. Un protozoaire. Aussi simple soit-il, Ophriocistis electrocira, aussi appelé OE, est un vrai danger. Il survit dans la nature sous forme de spores. Il s'attache à l'abdomen des papillons qui touchent des plantes ou des papillons infectés. Plus tard, ces papillons pondent des œufs qui sont condamnés. Dès la naissance de la chenille, le parasite commence à se multiplier à l'intérieur. Lorsque la nymphose commence, les choses se gâtent. 3 jours avant l'éclosion de l'adulte, la quantité de parasites augmente fortement. Et ils interrompent le papillon. Ils l'empêchent de sortir. La métamorphose est toujours un processus délicat, mais ces spores la rendent impossible. Le papillon se retrouve coincé dans le cocon, incapable de s'en échapper, et beaucoup en meurent. Certains parviennent à se libérer, mais leurs ailes sont abîmées et ils ne peuvent plus voler. Les plus chanceux conservent leur capacité de vol, mais ils ne sont pas tirés d'affaire pour autant. Malheureusement, ils ne vont pas loin, et ils ne survivent pas à la migration. Vous savez quoi? Les papillons ont découvert un truc génial, le moyen de se soigner. Oui, les papillons, ces petites bestioles volantes. Le papillon monarque utilise certaines plantes comme médicaments pour aider ses petits à bien se développer. Les chenilles se régalent d'asclépiades, dont certaines espèces contiennent de puissantes substances chimiques. Celles-ci tuent les parasites et ainsi un papillon en bonne santé donne naissance à une progéniture florissante. De plus, lorsqu'un papillon infecté a le choix entre 2 types d'asclépiades, l'ordinaire et celle qui aide à lutter contre les parasites, il choisit la seconde. Comment il peut le savoir? C'est un mystère. Sauf peut-être pour le papillon lui-même. Si une chenille ne peut pas évoluer, est-ce qu'elle peut rester une chenille pour toujours? Eh bien, pas vraiment. Dans tous les cas, lorsqu'une chenille ne se transforme pas en papillon, c'est parce que le processus ne se passe pas comme prévu. Ça peut être dû à un manque de nourriture, à une malformation congénitale ou à de mauvaises conditions de vie. Traduction, une chenille ne choisit jamais de rester comme elle est. Et repousser l'heure de la métamorphose est une mauvaise idée. Au cours de sa vie, un insecte passe par plusieurs stades dans un ordre précis. Si une chenille met trop de temps à devenir un papillon, c'est pas bon signe. Notamment car les chenilles doivent manger énormément, et si les ressources naturelles ne se reconstituent pas assez vite, notre chenille risque de se retrouver affamée. Puis la végétation se fera rare avec l'arrivée de l'hiver, ce qui est toujours mauvais signe. Un autre problème, c'est que malheureusement, le seul but d'un insecte, c'est de se reproduire. Si une chenille tarde trop à devenir un papillon, elle risque fort de ne pas trouver de partenaire. Tous ses camarades se seront déjà accouplés, ils auront pondu leurs œufs, et ils seront morts.
Il ne restera plus personne quand notre chenille sera enfin devenue un papillon. Enfin, le cocon ou chrysalide sert à la chenille de bouclier, la protégeant des prédateurs affamés. Si une chenille ne se métamorphose pas, elle a plus de chances de servir de casse-croûte à un oiseau. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de papillons à la fin de l'été et au début de l'automne. Tout au long de l'été, les chenilles se gavent de nourriture afin de se préparer pour la saison à venir. Lorsque l'automne s'installe et que la nourriture se raréfie, les papillons se reproduisent et pondent des œufs pour que le cycle puisse recommencer à la saison suivante. La nature a tout prévu. Avec l'arrivée de l'automne, certains papillons, comme le monarque, migrent vers le sud pour profiter de la chaleur. Mais la plupart d'entre eux meurent à cause du froid. Un insecte qui ne parvient pas à se métamorphoser risque donc de mourir de froid avant d'avoir pu perpétuer sa lignée. Du point de vue de la nature, sa vie n'aurait aucun sens. Au contraire même, les chenilles mangent beaucoup pour accumuler l'énergie nécessaire à la métamorphose et à la ponte. Les papillons adultes, eux, ne boivent qu'un peu de nectar afin de pouvoir voler. L'insecte obtient la plupart de ses nutriments lorsqu'il est encore sous forme de chenille. Tous ces efforts n'auraient donc servi à rien. Quel gâchis! Heureusement, il est rare de voir des chenilles oublier de se métamorphoser. On n'en a même jamais observé. Cependant, il existe un insecte qui a besoin de 7 ans pour atteindre l'âge adulte. Pas parce qu'il est paresseux, mais parce que le pauvre n'a pas d'autre choix. Ginaephora groenlandica est un petit papillon de nuit gris à l'aspect banal qui passe toute sa vie dans le haut Arctique, au Groenland et au Canada, au-delà du cercle polaire. Malgré son apparence modeste, ce papillon accomplit des exploits remarquables dont peu de gens ont conscience. Une fois sortie de l'œuf, la chenille de cette espèce doit manger suffisamment pour pouvoir se transformer en papillon. Le problème, c'est que dans ces régions, les étés sont si courts qu'il n'y a presque pas de végétation. La chenille a donc du mal à rassembler l'énergie nécessaire en une seule année. La plupart des chenilles mourraient dans cette situation, mais celle-ci a l'intelligence d'étaler le processus sur 7 longues années. Elle grignote l'herbe verte de l'Arctique pendant environ 5% de l'année, uniquement au mois de juin. Le reste du temps, elle attend patiemment que la nourriture fasse son retour. Elle est passée maître dans l'art de survivre au froid, et honnêtement, j'en suis un peu jaloux. Et encore, 7 ans, c'est le minimum. Lorsque la nourriture se fait rare, elle peut faire durer le plaisir jusqu'à 14 ans. Un choix difficile. Bon, pas vraiment difficile, mais important. Des chercheurs ont percé le mystère de la sélection des proies par les guêpes parasites. Le développement de ces parasites reposant sur les chenilles qu'ils infectent, le bon état de leur hôte est essentiel. Il faut notamment qu'ils ne soient pas déjà infectés par d'autres guêpes, ce qui menacerait la survie de la progéniture. Les chercheurs pensent que les guêpes femelles peuvent déterminer s'il y a déjà des œufs dans une chenille et même en connaître le nombre d'un simple regard. Elles semblent scanner la chenille à l'aide de leur ovipositeur, l'organe qui sert à la ponte. À l'extrémité de l'ovipositeur se trouvent des sortes de papilles gustatives qui fournissent à la guêpe toutes les infos dont elle a besoin. Et le plus intéressant, c'est que cette compétence n'est pas innée, mais acquise. La question de savoir qui apprend ça aux guêpes et comment reste un mystère. Comment les guêpes ont domestiqué les virus? J'en parlais plus tôt, les guêpes parasites sont porteuses de virus qui protègent leurs œufs contre le système immunitaire de l'hôte. Je vous le rappelle au cas où vous auriez sauté ce passage. Une nouvelle étude révèle que ces guêpes intègrent des virus à leur ADN depuis des lustres, une incroyable stratégie de survie. Elles ont en quelque sorte domestiqué des virus. Certains organismes ont donc le don d'adopter des virus qui leur sont utiles. L'évolution ne cessera jamais de nous surprendre. Pendant que les humains domestiquaient les chats et les chiens, les guêpes faisaient la même chose avec des virus. C'est logique, quand on est si petit, on n'a pas grand-chose d'autre à domestiquer. Signaux d'avertissement. Certains parasites ont appris à faire apparaître sur les chenilles des marques qui empêchent les prédateurs d'en faire leur repas. C'est ce que font les vers nématodes. Une fois à l'intérieur d'une chenille, ils libèrent des milliers de bactéries lumineuses qui la tuent à petit feu en transformant ces tissus en une soupe nutritive. Plusieurs générations de vers vivent, se nourrissent, s'accouplent et meurent dans une même chenille avant de la quitter. Le danger, c'est que leur maison serve de dîner à un prédateur. Pour éviter ça, les nématodes convainquent les bactéries de rendre la chenille beaucoup moins appétissante en la faisant devenir d'un rouge brillant. Qui voudrait manger une chose pareille? Une chenille contre le reste du monde. À Bornéo, des chercheurs ont découvert une chenille qui est pratiquement inarrêtable quand elle a décidé de se transformer en papillon. Cet insecte unique fabrique un cocon multicouche très résistant et possiblement toxique à l'aide de résine.
Les chercheurs pensent qu'il s'agit du seul insecte à posséder cette incroyable capacité. Avant de se transformer en chrysalide, la chenille ronge l'écorce d'une plante appelée Vatica rasac. Elle utilise sa résine gluante pour créer un cocon protecteur qui la met à l'abri des visiteurs indésirables. Et comme la résine est toxique, il est peu probable qu'un animal veuille y goûter. A plus.